Partagez le live, la famille, partagez le live. Aujourd'hui, on parle des grands hommes d'État. Zatsura, Zatsura, long Catalan, Zatsura, Gamu, Zatsura, Afonam Zatsura, Emonafon Zatsura, Afonam Zatsura, Bimam Gamzre, Odaman Kale, Ebura Yoba, Tarafan Yabia Bobia, Tarazo, Tarafan Yabia Bobia, Gamzre, Bimam Gamzre, Odaman Kale, Ebura Yoba, Ulugaman Bima Ilura, Berugavi Kabama Iluru, Bimam Gamzre, Odaman Kale, Ebura Yoba, Monazamanga Slovenia, Navikotiza, La famille, partagez le live, on va aller. Steph Toko, bonjour. Partagez le live, on va aller. Parce que là, on s'en va parler d'un homme gabonais, un militaire qui a servi son pays. Mais que les autorités gabonaises, avant le coup d'État, ont tout fait pour éteindre. Encore 2 minutes et je commence au live. Partagez la vidéo s'il vous plaît, la famille. La famille, partagez le live. Partagez le live. Enregistrez le live. Parce que les révélations qui vont sortir pendant ce live vont déranger plus d'un. On va parler du général émérite, homme d'honneur, le général Mengoma Tom, Simon-Pierre Mengoma Tom. Je veux vous dire pourquoi je parle de lui aujourd'hui. Bonjour Teddy, partagez le live la famille, pardon. Le partage est notre force. Calais. Là, je me trouve carrément à Libreville. Je suis dans la voiture en train d'aller à Oyem, en Kolayop.
chez le général, lui rendre une visite, lui présenter mes devoirs. La famille, bonsoir chez vous. Merci de me recevoir en ce 5 juin 2024. Pourquoi je vais présenter succinctement la biographie du général Simon-Pierre Mengoma Tom. Ce monsieur a choisi que ce soit moi, qui parle de sa biographie. Il m'a fait l'honneur, je vous dis ça, hein, je tape la poitrine, il m'a fait l'honneur de me désigner comme le jeune homme que je suis qui va parler de sa biographie. Donc, je m'en vais tout de suite lui dire merci pour la confiance, lui dire que papa, si je me trompe sur les explications que tu m'as données, je te prie de m'excuser. Ce projet, je le prépare depuis à peu près avril 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. 2 mois après, je crois que les esprits sont réunis pour que j'en parle. Mais avant toute chose, il faut que moi d'abord, je parle à mes esprits, aux esprits de nos ancêtres qui, eux, vont m'accompagner dans cet exercice périlleux, difficile. Je prends ma dose d'ibogaïne. Ouais, non, je prends ma dose. Vous avez dit que non, l'enfant là. Il aurait pu le faire avant. Et pourquoi il le fait devant nous? Il veut nous montrer quoi? C'est les Gabonais, vous êtes comme ça. Mais oh! Comme je vous connais déjà, j'ai pris ma dose d'iboga. J'ai bu mon verre d'eau. La langue qui mange le sel va pouvoir peser chaque mot qu'elle va sortir de sa bouche. C'est Steph tout court. Alors, qui est le général de corps d'armée Simon-Pierre Mengoma Tom? Le live va peut-être va vous paraître un peu long, mais c'est important. Le général d'armée Simon-Pierre Mengoma Tom est né le 23 août 1941 dans le village de Nkolayop, dans le canton Bissok, dans la province du Wellington, à Oyem. Gabonais, 4e enfant d'une fratrie de 5 enfants. Il a grandi dans la campagne de Nkolayop. Et il fait ses études, il arrive en terminale et il a son bac. Mais il me raconte que son professeur de philosophie, qui était à la fois son mentor, il m'explique ceci. Lorsque je fais le choix de Saint-Cyr, mon prof de philosophie, qui était en même temps mon encadreur moral, n'était pas très content. Oui. Il disait, mais un garçon comme toi, gentil, modéré, comment tu allais choisir une carrière militaire alors que tu aurais pu être un professeur de mathématiques ou quelque chose de ce genre? Finalement, le général Simon-Pierre Mengoma Tom
a fait le choix de l'armée. Il a choisi la destinée militaire. Et dans ce choix, il a choisi Saint-Cyr en 1962 lorsqu'il obtient son baccalauréat. Très obstiné, c'est lui qui me dit ça. Je me suis obstiné, je me suis entêté, j'ai choisi cette voie. En tant que militaire, je voulais éprouver et développer mes aptitudes et commandements. Je voulais vaincre ma timidité. J'ai pensé ainsi que l'armée ferait de moi un chef, un leader dans l'histoire. Quand on voit le militaire, on sent que ce sont des hommes qui ont montré qu'ils étaient des leaders. C'est un peu ça mon aspiration. Je voulais être comme Eisenhower, De Gaulle, Napoléon. Et donc je me suis dit, en allant dans l'armée, j'allais développer mes capacités de chef. Voilà comment je me retrouve dans l'armée. Et il se retrouve donc dans l'armée en 1962. En 1962, il obtient le baccalauréat au Collège Bessieux. Collège Bessieux de Libreville. Et en septembre de la même année, il rejoint la prestigieuse école des élèves officiers actifs, école spéciale militaire de Saint-Cyr en Couët-Quidam, dans le Morbihan en France. Partagez le lien à la famille, partagez-le. Là, on ne fait pas le Congo, ça là on vous parle d'un homme, d'un Gabonais qui a été brimé. Et vous allez entendre au fur et à mesure sa voix et vous allez peut-être la reconnaître. Il est le deuxième Saint-Cyrien gabonais après Feu et Yatoma Obiang. Retenez bien, il est le deuxième Saint-Cyrien gabonais après Feu et Yatoma Obiang. De septembre 1964 à juillet 1965, il est reçu à l'école d'application d'infanterie de Saint-Mexan, Deux-Sèvres en France. De janvier à juin 1965, il sera en stage de commandement au sein des FFA, Forces françaises Allemagne, à Müttingen en Allemagne, carrière militaire. Et de 65 à 69, il a effectué plusieurs affectations au sein du bataillon des forces armées gabonaises. Ça veut dire simplement que il part du Gabon en 1962 et il revient au Gabon en 1965. Avec les différents stages, il rentre au Gabon. Le général du corps d'armée, Simon-Pierre Mangama Tom, homme de terrain, il rentre au Gabon donc en 1965. Et de 1965 à 1969, il est plusieurs fois en affectation au centre d'instruction de Vendo, d'abord, à Mouila, après, au Demso de Chibanga, et au camp Tchoréré de Libreville. Il a donc un diplôme militaire, général de corps d'armée Simon-Pierre. Il déploie donc un parcours très riche, avec un brevet militaire de parachutiste. Il a en son actif un brevet militaire de parachutiste. Il a un brevet militaire de deuxième degré de langue espagnole, parce qu'il parle espagnol, et il parle français, et il parle fan. Il a des notions primaires en anglais, mais de très bonnes notions, il faut le dire. De 1969 à 1970, Simon-Pierre Ngoma Tom est nommé hors cadre. Bonsoir Marie-Flore. De 1969 à 1970, Simon-Pierre Ngoma Tom est nommé hors cadre. Il devient secrétaire d'État aux travaux publics, au transport, chargé des infrastructures. Puis secrétaire à la présidence de la République, chargé de la police de 70 à 74. Inspecteur général des affaires administratives. Le monsieur a un parcours de folie. Haut commissaire au ministère de l'Intérieur chargé des collectivités locales de 74 à 78. À nouveau, il est nommé secrétaire d'État aux travaux publics.
De 70 à 1983, il est conseiller du Premier ministre. De 83 à 90, il est président du conseil d'administration de Mercedes, à Libreville au Gabon. 1990, il entame on va dire, sa carrière politique. Et là, en 1990, avec le mouvement gabonais, mouvement démocrate gabonais, le MGD ou le MDG, je crois que c'est bien MDG au Gabon, il est désigné comme membre du comité de suivi des actes de la conférence nationale parce qu'avec son association, il est présent pendant la conférence nationale de 1990. Son parcours devient assez, on va dire, riche en rebondissements. Il faut comprendre que le papa a un parcours très riche. De 1996 à 1997, il est le vice-président de l'opposition à la CNE, présidé par le vieux Gilbert Ngoulakia. À la fin de sa carrière en 1997, il occupe le poste de conseiller militaire à la mairie de Libreville. En 2002, il est placé sous section pré-retraite. Et en 2003, il est nommé général de corps d'armée. En 2005, il est admis à la retraite avec les décorations de la Grande Croix de l'Ordre équatorial, officier de l'Ordre du Mérite et de la médaille militaire. Donc 3 distinctions différentes. Ce monsieur a un parcours riche. Je vous dis ça honnêtement. Il a un parcours riche. Que beaucoup de Gabonais n'ont pas. Donc, au sorti de là, je lui ai posé un certain nombre de questions. Quand j'ai eu son parcours, que j'ai résumé en quelques lignes, je lui ai posé un certain nombre de questions auxquelles il a répondu et je vais vous la partager. Je vais vous partager donc sa voix et les interrogations, les questions que je lui ai posées. D'accord. Alors, il est là. Je vous épargne les photos, hein. Donc, j'espère que ça va passer bien. Et là, après avoir choisi Saint-Cyr, mon prof de philo, qui était en même temps mon encadreur moral, il n'était pas content. Il se disait, mais un garçon comme toi, gentil, modéré, comment tu peux aller choisir une carrière militaire? Tu aurais pu être professeur de maths ou quelque chose de ce genre. Mais finalement, mon choix de Saint-Cyr a été comme une destinée. C'est comme si je n'étais destiné qu'à ça. Je me suis obstiné, je me suis entêté. Et puis, j'ai choisi Saint-Cyr. On continue. Des militaires. Maintenant, quatrième question. Alors, la question est la suivante, hein, pour que vous compreniez le déroulé. Quels étaient vos objectifs en aspiration en tant que militaire? Voici la réponse qu'il me donne. Objectifs et aspirations en tant que militaire. Eh bien, mes aspirations, en fait, j'ai voulu éprouver et développer mes aptitudes de commandement. Je voulais vaincre ma timidité. J'ai pensé aussi que l'armée ferait de moi un chef, un leader.
Dans l'histoire, quand on voit le rôle des militaires, on sent que ce sont des hommes qui ont montré qu'ils étaient des leaders. C'était un peu ça mon aspiration. Je voulais être leader comme Eisenhower, comme De Gaulle, comme Napoléon, etc. Donc je me suis dit, en allant dans l'armée, j'allais développer mes capacités de chef. Voilà comment je me retrouve dans l'armée. J'ai connu des conditions extrêmement éprouvantes, des exercices physiques et intellectuels très difficiles, un véritable drill. Beaucoup de discipline, beaucoup de compétition, beaucoup de défis à lever, un style de vie très rude. Tout à Saint-Cyr est difficile, tout. D'abord, vous avez ce qu'ils appellent le bahutage. On voit aussi dans les universités, lorsque les jeunes arrivent, on les chahute, on les bisute, on appelle le bisutage dans les universités, mais à Saint-Cyr, ça s'appelle le bahutage. Notre bahutage est affreux. On vous triture, on vous malaxe, on vous met dans des conditions telles que parfois vous pouvez ne pas résister. Je peux dire que quelque chose qui m'a aidé personnellement, c'est que j'avais un Gabonais avant moi qui s'appelait Thomas Eya, qui a connu l'expérience avant moi. Il était en deuxième année lorsque moi j'étais au début. Alors il savait très bien la situation dans laquelle je me trouvais. Alors il passait à côté de ma fenêtre en parlant enfant. Et je savais bien que le message s'adressait à moi. Il me disait, le bonheur c'est après les difficultés. Il n'y a pas de bonheur avant. Donc il fallait que je comprenne que pour être heureux, il fallait que je traverse des difficultés. Je peux dire que c'était très dur, et pas facile à supporter. La preuve en est que certains Africains n'ont pas pu tenir, d'autres y ont laissé leur peau. Le fils de Yadema est mort étant à Saint-Cyr. Là-bas, on admet 2% de pertes humaines, a priori. Quand vous faites des exercices périlleux, on vous dit à l'avance que s'il y a 2 élèves sur 100 qui laissent leur vie, c'est ça le taux autorisé par la loi. Donc il fallait qu'on sache à l'avance que nous pouvions parfaitement laisser notre vie dans tout ce qu'on faisait. Parce que la plupart des exercices étaient des exercices périlleux. Donc c'est dans cet esprit de lutte, de compétitivité, de combat permanent qu'on nous a formés pendant 2 bonnes années. Après, nous sommes sortis et on est allé à l'école d'application. En fait, des défis rencontrés, c'est ce que je vous dis là. La difficulté, il fallait surmonter toutes les difficultés rencontrées. Tous les obstacles que l'on rencontrait dans notre formation, des difficultés d'ordre psychologique, d'ordre moral, l'isolement, l'éloignement de mes parents, etc. Tout ça, c'était des difficultés que je devais surmonter. Rôle et responsabilité dans différentes étapes de la carrière. Donc je commence déjà par les étapes dans les écoles de formation. Saint-Cyr, c'est le tronc commun, c'est le démarrage dans la formation. Après, nous avons l'école d'application. L'application,
c'est un peu le stage sur le terrain, l'application de ce qu'on a appris à l'école. On va l'appliquer sur le terrain. Et ça se passe pendant une année à Saint-Médecin. Saint-Médecin à l'école, qui est une ville dans les Deux-Sèvres. Là-bas, bon, c'est rien de nouveau. On nous fait appliquer, on nous fait mettre en application les choses que nous avons étudiées en théorie pendant une année. C'est relativement facile. On nous fait aussi commander des petites unités, des sections, pour savoir si nous serons de bons officiers. Et ça se termine par un stage en Allemagne, aux forces françaises d'Allemagne, à Münzingen. C'est là-bas où on termine notre formation d'application pendant 6 mois. Malgré le changement de pays, l'ambiance est la même, les conditions de travail sont les mêmes. Et là-bas, il n'y a pas de difficultés particulières. Après, on rentre au Gabon. On rentre au Gabon et on nous accorde 45 jours de permission. Et à votre retour, on vous donne les clés de votre voiture de service, les clés de votre bureau, les clés de votre logement. À partir de là, on vous donne vos activités par une note de service du chef d'état-major. Alors moi, j'ai été affecté au centre d'instruction de Ovendo. À cette époque, le premier bataillon d'infanterie avait son centre d'instruction à Ovendo. J'ai été affecté là-bas comme officier instructeur pendant 1 an. Je formais des hommes de troupe, les jeunes qui rentrent nouvellement dans l'armée. On leur donne la formation militaire et aussi les jeunes cadres de la troupe, les caporaux et les caporaux-chefs. On les forme également. Je suis resté 1 an au Vendo et après on a transporté le centre d'instruction à Mouila. On l'a transféré à Mouila. Là-bas, je suis resté 6 mois. On a fait le même travail. Et ensuite, on m'a affecté au détachement militaire sud-ouest à Chibanga. Là-bas, c'était tout à fait différent de Mouila. Il fallait que je construise tout un camp militaire. J'avais 45 éléments avec moi. On m'a montré un terrain vague. Après la Mougouti, après le pont de la Mougouti, entre le pont de la Mougouti et le terrain d'aviation, on me dit voilà, c'est là où vous construisez le camp militaire. Alors, il a fallu que je fasse le plan du camp, le tracé des routes, des rues, le tracé, les plans des maisons, l'affectation de chaque maison, les champs de tir, les magasins, les ateliers, les logements des hommes de troupe, les logements des sous-officiers, mon propre logement. Tout cela, je me suis mis à le faire. J'allais chercher le sable dans la rivière, dans la Nyanga. Je tapais les briques, et puis je faisais monter les murs à mes soldats. Et on a construit tout un camp. Ça m'a pris 3 années. 3 années assez enthousiastes parce que je n'avais jamais fait ce genre de choses, mais dans l'armée, il faut toujours tout apprendre. Après 3 ans, il fallait que j'inaugure le camp. J'ai fait venir le chef d'état-major. La famille, partagez le live, s'il vous plaît. Parce que là, vous écoutez une vraie histoire. C'est pas moi qui la raconte. Là, vous écoutez la voix du général Simon-Pierre Mengomatom. Il vous explique les choses du Gabon. Partagez le live. Donnez l'information aux autres qui viennent écouter. Parce que beaucoup là pensaient qu'il était décédé. D'autres ne savent même pas qu'il a existé. Cette histoire, il n'apparaît nulle part dans le mémorial du Gabon. Je vous dis ça aujourd'hui.
Monsieur Mengoma Tom n'apparaît nulle part dans le mémorial du Gabon. Monsieur Mengoma Tom n'a aucun camp qui porte son nom. Bonsoir, bonsoir, Juliette. Il n'a aucun camp militaire qui porte son nom. Mais vous allez écouter ce qu'il va dire dans ses audios. C'est grave qu'on puisse traiter un Gabonais qui s'est battu pour, qui a œuvré dans la formation des Gabonais de cette manière. On écoute. Oui, tout un avion militaire avec les officiers de Libreville et leurs épouses. Je les ai invités à cette grande cérémonie. On a organisé un grand repas, une grande réception pour présenter un ouvrage pimpant neuf que nous avions réalisé. Le chef d'état-major était tellement content de voir ça. À la fin de la journée, avant de partir, il m'a demandé de lui dresser le plan du camp et le plan de chaque maison, et pour que la décision qu'il a prise que tous les camps qui seraient construits, tous les camps militaires qui seraient construits au Gabon, le seraient sur le modèle de mon camp. Donc le plan du camp de Tchibanga a servi le plan de base pour tous les camps militaires du Gabon qu'on devait construire après Tchibanga. C'est comme ça que OIM, Makoku ont été construits sur ce modèle-là. Habillement, tout ce qui... De Tchibanga, donc, on m'a fait à Libreville, à la CCS, la compagnie de commandement des services au camp Tchoréré à Libreville. Et là, mon rôle, c'est de gérer la base militaire principale qui dessert tous les services de l'armée et tous les camps de l'armée. Tout ce dont ils ont besoin part de la CCS. Le personnel, le matériel, tout. C'est nous qui assurons donc la centralisation de tout le matériel, armement, munitions, habillement, tout ce qui sert aux unités. Tout cela part de la CCS que j'ai eu à commander pendant 9 mois. Et j'ai eu pour adjoint, à cette époque-là, j'étais lieutenant. J'ai eu pour adjoint le jeune lieutenant Gary qui rentrait d'école. On l'a envoyé auprès de moi pour qu'il apprenne le métier, pour qu'il fasse son stage de commandement à mes côtés. Nous sommes restés 9 mois ensemble. Eh bien, au bout de 9 mois, j'ai reçu un coup de fil de la part du lieutenant Joe Dabani qui me disait que le président de la République avait besoin de moi, que je devais me rendre à la présidence le lendemain matin. Je suis allé et pour apprendre de la bouche du chef de l'État que ma carrière allait s'arrêter à ce niveau-là, qu'il allait me mettre au gouvernement pour que j'aille servir l'État en tant que membre du gouvernement. Alors, il m'a demandé mon point de vue. Je lui ai dit que je n'avais pas le choix. C'était lui, le commandant en chef des armées, et c'est lui qui savait quelle destination il donnait à chacun de nous, et c'est lui qui savait comment il allait nous employer. S'il estime que je suis plus utile dans le gouvernement, eh bien, je vais aller occuper les fonctions de ma charge au sein du gouvernement. Voilà comment ma carrière a été interrompue, en fait, puisque le lendemain matin, un décret présidentiel disait que tous ceux qui sont détachés de l'armée, qui sont mis hors cadre de l'armée, n'ont plus le droit d'entrer dans les camps militaires
n'ont plus le droit de revêtir les uniformes militaires. Dans ma situation, il y avait le lieutenant Mamiaka, plutôt le capitaine, on était déjà capitaine, oui. On venait d'être nommé capitaine au début de l'année. Il y avait le capitaine Mamiaka, le capitaine Jacques Higo, médecin militaire, et moi. Nous étions 3 officiers qui sommes entrés dans le gouvernement. Voilà comment je pars de la carrière militaire à la carrière gouvernementale. Ça apparaît dans le curriculum vitae que je vous ai envoyé en photocopie, que je vous ai demandé d'exploiter, parce qu'il y a des compléments d'information que vous trouverez là-dedans. Alors, 9e question, est-ce que j'ai été impliqué dans des opérations militaires spécifiques ou dans des conflits? Et quelle a été mon expérience dans ce domaine? Je dois vous avouer que pendant tout le temps que j'ai mis dans l'armée, il n'y a pas eu de conflit d'ordre militaire. Donc je n'ai pas été associé à un conflit, quel qu'il soit. La seule chose que j'ai connue, c'est des différends avec la Guinée équatoriale à propos de l'île Mbagno. Mais moi, je n'étais plus directement dans l'armée, j'étais déjà hors cadre. Donc, je n'ai pas été dans les combats. J'ai bien appris l'art du combat, j'ai appris l'art militaire, mais je ne l'ai pas appliqué en tant que tel. La 10e question, parce que je vous explique ce qui s'est passé, pour que vous compreniez un peu. J'ai envoyé au général via WhatsApp 18 questions. 18 questions, et vous allez entendre, vous attendez au fur et à mesure qu'il réagit, les réponses des 18 questions, parce qu'au début, il a voulu m'écrire toutes les réponses, répondre à toutes les questions par écrit. Je lui ai trouvé que ce serait trop long pour lui. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire une note vocale, ce serait plus facile. Et donc, il a fait plusieurs notes que je vais donc vous faire écouter au fur et à mesure. D'accord? On continue. Tout ce que j'ai fait, c'est lorsque j'étais à Tchibanga, je faisais des patrouilles, le contrôle de la frontière. Ça, c'était une mission permanente. Il fallait que tous les mois, je fasse le tour de la frontière pour m'assurer qu'il n'y a pas de violation de territoire. J'avais été doté d'une embarcation, d'un moyen de déplacement sur l'eau qui me permettait de remonter la Nyanga jusqu'à pratiquement la source. Et comme la Nyanga est très proche de la frontière, ça me permettait d'inspecter la frontière. Et chaque mois, je devais faire un rapport sur la situation de la frontière avec le Congo. Voir s'il n'y a pas de mouvement de violation de la frontière. À Moulinvinza, etc., Mabanda, toutes ces localités-là. Donc j'assurais la vigilance au niveau de la frontière. Avec Energoproject et Autoput, j'ai eu à faire le goudronnage de la ville d'Oyem, la ville de Franceville. J'ai eu des marchés de plusieurs milliards dont j'ai eu la responsabilité. Je me suis abstenu de faire ce à quoi on assiste aujourd'hui, où les gens prennent des milliards à l'État. Pour moi, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Donc, mon style de leadership, mes principes, c'est cela, c'est dans l'intégrité absolue, face au bien commun, au bien public, et également face à tous ces phénomènes sociaux.
toutes ces pratiques sociales, l'homosexualité, la franc-maçonnerie, etc., pour moi, ce n'est pas propre à maintenir quelqu'un dans la droiture. Donc je préconise ces valeurs-là à tous les militaires de haut grade. Je leur recommande ces vertus et tous les officiers de l'armée, les généraux qui se sont amusés à s'écarter de ces valeurs-là, ils en ont eu pour leur compte. Je ne vais pas citer les noms, mais on a eu des officiers qui sont allés dans des pratiques occultes, dans des pratiques abjectes telles que l'homosexualité et autres. Ils l'ont payé de leur vie. Donc ce sont des choses qui donnent des leçons tout seuls. Les points forts de ma carrière militaire et les décisions et actions que j'ai menées. Question numéro 11. Eh bien, pour le peu de temps que j'ai passé dans l'armée, c'est-à-dire les 6 ou 7 ans que j'ai passé dans l'armée, ce n'était qu'un début de carrière. En fait, moi je n'ai fait l'armée que dans mes débuts. Je me rappelle d'ailleurs que lorsque mes notes de Saint-Cyr m'ont été transmises, j'avais été noté correctement par l'école. L'école a dit de moi que j'étais un officier d'élite appelé à une brillante carrière. C'était la note qu'ils m'ont mise. Officier d'élite appelé à une brillante carrière. Je peux dire que j'ai été cité en modèle. Je vous ai parlé de la manière dont le camp que j'ai construit, à partir de rien, a été choisi désormais comme le modèle de camp pour l'armée. Ensuite, l'armée avait à l'époque un journal de liaison. Journal de liaison des forces armées gabonaises. Moi, j'étais les principaux animateurs de ce journal. J'écrivais des articles. J'animais les pages de jeux, etc. J'étais pratiquement le principal rédacteur. Parce que une fois que j'étais parti de l'armée, le journal a disparu, le journal n'a plus continué. Donc pour moi, je pense avoir montré des capacités, je pense avoir laissé une empreinte particulière. Donc c'était mes points forts dans ma carrière militaire. Question numéro 12. Moments les plus difficiles de ma carrière. Comment je les ai gérés? Des moments difficiles, par contre, j'en ai rencontré. J'ai rencontré plutôt des moments difficiles qu'autre chose. J'ai passé tout le temps dans l'armée, dans le collimateur du pouvoir politique. J'ai été combattu et étouffé, sans avoir commis de faute, mais simplement par préjugé, parce que désigné à l'avance, désigné a priori comme un élément dangereux. Le régime Omar Bongo ne s'accommodait pas d'intellectuels ou d'officiers de mon rang, de ma formation, parce qu'ils nous considéraient comme un danger potentiel, ce qui fait que j'ai été torpillé, je n'hésite pas à le dire, j'ai été torpillé par le pouvoir.
et aussi par la France-Afrique. C'est pas seulement Bongo en tant que tel, mais il était conseillé par la France. La France lui disait, faites attention avec tel officier. Comme il me connaissait, comme j'avais été bien noté à l'école, il connaissait mes capacités, il disait, voilà, j'étais un danger potentiel pour le régime. Je n'hésiterai pas à prendre le pouvoir par coup d'état militaire. Donc, j'ai été mis dans le collimateur et j'ai été à la limite étouffé et mis sous les teignes noires. Tout ce que j'ai essayé de faire a été torpillé. J'ai essayé de monter une PME, appelée la PIN, qui a eu du succès, qui a fait des bonnes choses dans l'élevage, dans la production cacaoyère, dans les ananas. Je fournissais un bolo, je fournissais le sénou en ananas. J'avais des ananas de bonne qualité et que je produisais en grande quantité. Qui desservait le marché de Libreville. J'ai eu un prix Africa Award de la meilleure entreprise de l'année 1988. Ma PME était un modèle de gestion. J'avais été financé par la BDEAC, des gens qui venaient de Brazzaville pour inspecter les travaux 2 fois par an. Ils n'en revenaient pas de voir un Gabonais réussir autant dans une entreprise agricole. Tout cela n'avait pas été bien vu par le pouvoir et le président Bongo a donné l'ordre de mettre fin aux travaux de ma PME. Il ne voulait plus entendre parler parce qu'on est allé lui dire que j'étais en train de m'enrichir et que quand je serai millionnaire, je viendrai à faire atteinte à son pouvoir. Il a donné l'ordre d'arrêter mes travaux. Malgré tout ce que j'ai fait quand j'étais au TP, malgré tout, j'ai fait la voirie de Libreville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le nom boulevard Triomphal Omar Bongo, c'est moi qui l'ai donné en 1976 quand j'ai fait les travaux de la voirie. À l'OUA, j'ai été chargé de l'accueil, de l'hébergement, du transport des délégations pendant tout un mois. Tout ce qui concernait l'entretien des gens qui étaient venus à la conférence, c'est moi qui en avais la charge, avec des hôtesses, avec des chauffeurs, des véhicules. J'ai travaillé pour ce pays-là, mais ça n'a jamais été compté. Je ne figure nulle part comme serviteur de la République. Dans le mémorial du Gabon, un document de 12 pages, de 12 volumes, mon nom ne figure nulle part. Je ne figure pas dans le mémorial du Gabon. Mon nom n'a été donné à aucun camp militaire. Vous ne verrez nulle part au camp général Mengomatom, nulle part. Même un camp que j'ai construit moi-même, comme celui de la Mougoussou, celui de la Mougouti à Chibanga, on aurait pu dire le camp général Mengomatom parce que c'est moi qui l'ai construit. Non, mon nom ne figure nulle part. Donc, ils ont tout fait pour que je n'existe pas dans l'histoire du Gabon. C'est ça qui est, à la limite, m'offusque le plus. J'ai fait tant de choses dans ce pays, mais on ne me compte pas parmi les gens qui ont existé au Gabon. Donc, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai rencontrée. Mais c'est surtout sur le plan politique. Il ne faut pas qu'on se rappelle de moi. Voilà. C'est vraiment la plus grande difficulté que j'ai rencontrée dans ma carrière. Et comment est-ce que j'ai équilibré ma vie professionnelle et ma vie personnelle?
et le service militaire. Eh bien, bon, à propos de cette question, je n'avais que les permissions. J'avais 45 jours de permission, comme le dit le règlement militaire. 45 jours de permission par an. Alors, en dehors de ça, j'ai passé tout mon temps à faire ce que j'avais à faire. Je n'avais pas de vie privée, je n'avais pas de loisirs. En fait, la vie professionnelle a pris plus mon temps que ma vie privée. Je n'avais pas de vie personnelle. J'ai donc priorisé les obligations militaires. Par exemple, en 1967, j'étais encore à Tchibanga. Je prends mes 45 jours de permission pour aller au village. Et on désigne le capitaine Réunigno pour assurer mon intérim à Tchibanga pendant mon absence, qu'il conduise le détachement militaire pendant les 45 jours que je passerai en permission au village. Au bout de 10 jours, j'ai été rappelé d'urgence pour rejoindre mon commandement parce que le capitaine Réunignon, qui était un officier, j'appelais ça un officier de la ville, nous on était les officiers de la brousse. Ceux qui étaient affectés à l'intérieur, eux qui étaient à l'état-major ici à Libreville, c'était les officiers de la ville. Alors, comme nous n'avions pas la même façon de tenir la troupe, pendant le temps de mes permissions, il n'a pas pu faire marcher l'unité. Les gens faisaient n'importe quoi, ils faisaient du désordre, ils sortaient comme ils voulaient, ils rentraient comme ils voulaient, et c'était le désordre. Donc j'ai été rappelé d'urgence pour reprendre le commandement de mon unité. Je n'ai pas terminé mes 45 jours de permission. Voilà comment ma vie professionnelle a toujours pris le dessus sur ma vie privée. Question numéro 14. Quelles leçons au cours de la carrière militaire, quels conseils je peux donner aux jeunes aspirants de l'armée? Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils assument leur carrière militaire avec courage et abnégation. C'est ce qu'on demande à un militaire. Et qu'en rien ils ne suivent l'exemple des politiques gabonais qui sont des nombrilistes et qui nous voient dans l'exercice de leur travail que le fait de s'enrichir et enrichir leur famille. Cette gangrène-là ne doit pas toucher les militaires. Nous, les militaires, nous devons être à l'écart de cette vision de la chose. Nous sommes au service de la nation. Nous sommes là pour protéger les citoyens. En cas de cataclysme, c'est nous qui devons monter au créneau pour sauver la population. S'il y avait, par exemple, un tremblement de terre ou des inondations, il faudrait que ce soit les militaires qui soient là pour sauver la population, pour les mettre à l'abri du danger. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir ou bien pour notre plaisir ou pour... non, ce n'est pas le rôle des militaires. Donc ce que je leur conseillerais, c'est de rester dans l'abnégation, dans le service du citoyen.
Je connais un officier, un général, ancien chef d'état-major, qui s'est lancé comme n'importe qui dans la débauche, dans les pratiques que l'on rencontre partout, homosexualité et consorts. Mais il a mal fini. Il a fini mal sa vie. Nous ne devons pas suivre l'exemple des civils. Nous devons être des modèles de probité, des modèles de moralité au sein du pays. Question 15. Les perspectives sur les défis actuels auxquels sont confrontées les forces armées. Il faut que les forces armées gabonaises apprennent les changements et les améliorations actuelles, parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Il faut que l'armée s'adapte à la nouvelle donne. Que l'armée apprenne à servir la nation, à servir la patrie et non pas à servir les individus. Ce n'est pas le rôle de l'armée que de servir un individu. Quel qu'il soit, quel que soit l'individu. Les militaires ne sont pas là pour protéger des individus, mais protéger la population, le peuple. La nation égale le peuple tout entier, avec le territoire tout entier, y compris les dirigeants, bien sûr. Les dirigeants font partie de la population. C'est tout ça que l'on protège, mais pas exclusivement les dirigeants comme on l'a vu depuis 60 ans. On a vu que l'armée n'est là que pour protéger le chef de l'État. Ce n'est pas ça du tout le rôle de l'armée. L'armée est pour protéger la nation contre tout ce qui peut l'agresser. C'est ça le rôle de l'armée, non pas se mettre au service d'un individu. Question numéro 16. Quel a été mon rôle et mon impact dans l'histoire militaire du Gabon? Je dois dire franchement que je n'ai laissé aucune marque, aucun impact dans l'histoire militaire du Gabon. Alors, excusez-moi la famille. Je coupe cette partie parce que M. Mengomatom, le général de corps d'armée Simon-Pierre Mengomatom, dit qu'il n'a pas laissé d'impact dans l'armée. La question était la suivante. Comment envisagez-vous votre rôle? Non, c'était la question 15. Non, c'est ça. Question 16. Comment envisagez-vous votre rôle et votre impact dans l'histoire militaire de votre pays? C'est ça la question à laquelle il est en train de répondre, où je m'y pose. Il a été formateur au Gabon. Il a formé donc l'armée, les militaires gabonais. Il a construit un camp militaire à Tchibanga. Ce camp militaire a servi de base pour construire le camp militaire d'Oyem et de Makokou. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Il a été militaire, il a géré les travaux de Autopout, le boulevard triomphal qu'on appelle le boulevard Omar Bongo. C'est lui qui a géré en tout et pour tout, tout le monde l'a entendu. Donc quand il dit qu'il n'a pas d'impact, je voudrais quand même qu'ensemble, on le lui rappelle, qu'on lui rappelle sa participation dans le développement du Gabon. Donc je vais remettre sa réponse au début, la réponse à la question 16. La question 16 est la suivante. Comment envisagez-vous votre rôle et votre impact dans l'histoire militaire de votre pays? On écoute. Question numéro 16. Quel a été mon rôle et mon impact dans l'histoire militaire du Gabon? Je dois dire franchement que je n'ai laissé aucune marque, aucun impact dans l'histoire militaire du Gabon. Je n'ai laissé aucune trace. Parce que ma carrière a été volontairement mise sous éteignoir par le pouvoir public, je l'ai dit ci-dessus.
la France y comprise. La France qui ne voulait pas que nos pays se développent ne pouvait pas accepter que des officiers de valeur puissent conduire l'armée de telle sorte qu'elle soit au service du peuple. La France ne voulait pas de ça. Donc quand ils ont vu ma bouille, quand ils ont vu mes notes, ils se sont dit celui-là est un danger. Ils m'ont écarté. Donc je n'ai aucun impact sur l'histoire de l'armée gabonaise. Aucun impact, aucune trace. Je ne figure même pas dans les archives. Donc finalement, je n'aurais pas existé, je n'aurais laissé aucun signe d'existence dans le pays. Question 17. Quelles sont les activités en dehors de ma carrière militaire? Comment j'utilise mon temps libre? Eh bien, ça, la question est tout à fait pertinente et elle trouve une réponse aisée. Moi, à Saint-Cyr, j'ai appris à apprendre. C'est ainsi que je pratique l'informatique, que j'ai étudié comme ça là sur le tas. Je pratique surtout l'agriculture. J'ai choisi l'agriculture parce que j'avais commencé par ça dans ma vie, dans mon enfance. Et j'ai essayé en 1988 avec la PIN, avec ma petite et moyenne entreprise. J'essaie en ce moment de reprendre ce que j'avais mis en place pour pouvoir le fructifier. Je considère qu'un pays ne peut pas exister s'il n'est pas autosuffisant de manière autosuffisant alimentaire. Nous, tout ce que nous mangeons au Gabon nous vient de l'extérieur, tout vient du Cameroun, et souvent de mauvaise qualité, ou bien avec des produits nocifs. Tout ça, ça nuit à la santé des Gabonais. Donc moi, je me suis mis à faire l'agriculture avec un certain nombre de compatriotes. Nous mettons la main à la pâte. Nous faisons la lutte contre l'importation, la lutte contre l'insuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire est une arme de souveraineté. Si on n'est pas autosuffisant, on dépend de l'extérieur. Ils peuvent très bien nous couper la ration ou bien nous empoisonner et nous n'existerons plus. Entendu. Donc dans mes temps libres, je m'adonne à l'agriculture. J'ai des hectares de bananiers, d'ananas, de cacaoyers. J'ai fait toute l'agriculture dans mon village. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais partager sur ma vie et ma carrière militaire? Ce que j'aimerais bien léguer aux jeunes, c'est que quand quelqu'un est convaincu d'une cause juste, il faut qu'il soit déterminé à lutter pour cette cause. Donc, il faut que nous soyons déterminés à lutter pour les causes que nous estimons justes. Même si nous n'avons pas les effets escomptés dans l'immédiat, mais une fois que les gens ont su que nous avons mené cette lutte, ceux qui sont honnêtes vont s'en rappeler, ils vont savoir que telle personne a préconisé telle chose. Lorsque cette chose-là est juste, ils vont s'accrocher à cela pour que les causes justes aient gain de cause à un moment donné. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est que celui qui aime son pays doit pouvoir s'adapter à tout ce qui peut servir le pays. Si vous aimez le Gabon, que vous savez que en faisant du commerce, vous allez apporter votre contribution au Gabon,
à l'évolution du Gabon, eh bien, faites-le de bon cœur. Chacun doit s'attacher à ce qu'il pense bon pour le pays. La famille, il reste un audio à écouter. Ce monsieur, quand j'ai écouté ces audios la première fois, j'ai pleuré. Je le dis en toute honnêteté. J'avais le cœur brisé. Je me suis posé la question et je continue à me poser la question. Dois-je arrêter le combat que je mène ou dois-je continuer le combat que je mène? Dois-je m'arrêter et regarder les autres? Ou dois-je continuer au risque et au péril de ma vie? Je suis pour nous Guissir. Ce monsieur est fandoyem. Il y a beaucoup de gars femmes qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je me posais la question, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à moi? C'est le père de Bob Mengom. Mais pourquoi c'est à moi? À qui il a confié cette mission? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Peut-être que c'est mon rôle. Peut-être que demain, je ne serai pas reconnu par mes pairs. Il y aura sûrement un jeune Gabonais qui tombera sur mes vidéos, qui aura entendu parler de moi et qui aura le souhait de partager avec les jeunes de sa génération le travail que je fais aujourd'hui, le travail que nous faisons, le travail que Mefan Metou a fait, le travail que Aimé Victor fait, le travail que toutes les personnes qui sont sur ce panel font. Je continue à me poser la question. Je vais prendre des vacances, sans fermer ma page, ne vous inquiétez pas, je vais prendre des vacances. Et je vais réfléchir. Et je vais prendre la bonne décision. Je prendrai la bonne décision. Et vous saurez que j'aurai pris la bonne décision quand je reviendrai de vacances. On continue avec le dernier audio que je vous partage, que je ne devrais pas vous partager, mais je vous la partage quand même. Voilà, monsieur la vérité, je crois avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres préoccupations, vous me le faites savoir. Je vous ai envoyé des photocopies de 2-3 pages d'un document que j'ai préparé pour le chef de l'État. Vous pouvez exploiter cela parce que c'est un complément à tout ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup, je suis à votre disposition. Et si vous publiez tout cela, ça va me rendre service. Au moins, on verra que quelqu'un a fait savoir au public qu'il existe un monsieur qu'on appelle Mengomatum, général Mengomatum. Et ça permettra au moins que mon nom puisse figurer dans une archive au Gabon. Merci beaucoup. Oui, la famille, c'était chaud. C'était chaud. J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre la décision de faire ce live. C'était chaud. Donc voilà, plus ou moins, où est la situation du Gabon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on réagit? Allons-nous nous aussi traverser la vie en tant que Gabonais? Ou allons-nous décider de nous arrêter? Et de nous dire que je refuse de traverser la vie, le Gabon,
sans laisser mon empreinte dans l'histoire de mon pays. Voici l'histoire de Simon-Pierre Mengoma Tom, général de corps d'armée des forces armées gabonaises, qui aurait pu ne plus être là aujourd'hui. J'en aurais parlé, mais sans émotion. Parce que la plus grande émotion de ce live, c'est sa voix. C'est son message. Ce sont ses vérités. C'est dur la famille. C'est très très dur. Oui, il est toujours en vie. À la date où il fait ses audios, il est toujours en vie. François Ngwa dans cette chanson dit, excusez-moi, je vais vous laisser le morceau terminer. François Ngwa dans cette chanson, il dit, les choses qui se passent dans ce pays-là me donnent mal à la tête. Les choses qui se passent dans ce pays me donnent mal à la tête. Et il parle du Gabon. Il dit, mon cœur a mal. Mon cœur a mal. Je vous laisse écouter le morceau.
Salut, Marouillon. Merci de Manuel. Voilà la famille, bon courage à tous, bonne soirée à tous. Le live est à présent terminé. Bonne soirée, à la prochaine, sûrement dans 15 jours. Bonne soirée à tous.